Mes parents m'ont confié à l'adoption à l'âge de 10 ans parce que j'étais une fille. Quand j'ai hérité de la fortune de mon père adoptif, mon père biologique est apparu avec. J'ai grandi dans une banlieue de Portland, où les pelouses étaient tondues court, et les pères mesuraient leur valeur à l'aune des fils qui porteraient leur nom. Mon père, Nathaniel Ward, correspondait parfaitement à ce moule. Il était directeur de banque, parlait peu, mais attendait l'obéissance. Ma mère, Marjorie, restait à la maison et adoucissait sa rudesse avec de calmes sourires. Elle argumentait rarement, ne contestait jamais, et vivait comme si son seul but était de faire fonctionner le foyer. Mes 2 frères aînés semblaient briller sous son regard. Thomas, déjà adolescent quand j'étais petite, récoltait les applaudissements pour ses notes et ses rôles de leader. Andrew, plus proche de moi en âge, recevait des trophées et des encouragements sans fin pour ses matchs sur le terrain de football. Leur victoire était célébrée à table, avec rire et louanges. Mes victoires, mes bulletins avec des a-partout, mes rubans de concours scientifiques, étaient reconnus d'un hochement de tête, avant que la conversation ne revienne aux garçons. J'ai essayé de les égaler. J'ai étudié plus dur, couru plus vite, j'ai même demandé des camions joués au lieu de poupées, pensant que mon père me remarquerait peut-être. Mais l'approbation ne vint jamais. La réponse de ma mère fut de m'apprendre à cuisiner, à plier le linge d'une certaine manière, à tenir une maison en ordre. Ces compétences te rendront précieuse un jour, me disait-elle, précieuse pour quelqu'un d'autre. Elle voulait dire, utile. Quand ma mère est tombée enceinte à nouveau, mon père a déclaré avec certitude que le bébé serait un garçon. Il a peint la chambre en bleu avant même qu'elle ne montre des signes de grossesse. Et quand Daniel est né, il l'a traité comme la preuve du destin. Il posait pour des photos, distribuait des cigares, et l'appelait l'avenir de la famille. J'avais 10 ans, assez âgé pour comprendre que j'étais devenu inutile. Le matin où ils me l'ont dit, le ciel au-dessus de Portland était gris et humide, le genre de temps qui signifiait habituellement chocolat chaud et couverture. Au lieu de cela, mon père s'est raclé la gorge au petit déjeuner et a annoncé que j'allais bientôt vivre avec une meilleure famille. Il parlait comme s'il finalisait un transfert à la banque, et non pas comme s'il se débarrassait de sa fille. Ma mère était assise à côté de lui, les yeux baissés sur son assiette, les doigts tordant l'ourlet de son tablier. Au début, j'ai cru que c'était une punition, que peut-être, si je m'excusais de ne pas être assez bien, trop bruyante, trop calme, trop fille, ils changeraient d'avis. Mais leur calme ne laissait aucune place à la négociation. Mon père m'a donné jusqu'à l'après-midi pour faire ma valise. Une valise, dit-il, seulement l'essentiel. J'ai marché vers ma chambre, hébété, fixant les murs rose pâle qui ne m'avaient jamais vraiment semblé miens. J'ai ouvert le placard et j'ai regardé les rangées de robes, de pulls d'école, de vêtements de seconde main de mes cousines. Qu'était l'essentiel? J'ai plié 2 tenues de rechange, glissé les livres de poche que j'avais lus jusqu'à ce que leur dos se fende, et niché mon lapin en peluche usé dans un coin. Dessus, j'ai placé une photo encadrée de Noël, la dernière avant la naissance de Daniel. Sur cette photo, nous ressemblions presque à une famille, et je voulais une preuve qu'une fois, j'avais appartenu. Cet après-midi-là, ils m'ont conduite en centre-ville et se sont garés devant un bâtiment en briques trapues avec une enseigne fanée, services familiaux. La femme qui nous a accueillis à la porte avait un presse-papier et un sourire fatigué. Mon père a rempli les formulaires avec énergie, a remis la valise, et lui a serré la main comme s'il concluait une affaire. Ma mère m'a serré dans ses bras une fois, légèrement, en murmurant que je comprendrais quand je serais plus âgé. Puis, ils sont partis sans se retourner. Cette nuit-là, dans le foyer de groupe, j'étais allongé sur un lit étroit qui sentait l'eau de Javel, serrant la photo contre ma poitrine. Je me suis fait une promesse dans le silence, je ne supplierai plus jamais personne de m'aimer, et je n'oublierai jamais le jour où j'avais appris ma valeur. Le foyer de groupe n'était que le début. En quelques semaines, j'ai été placé dans ma première famille d'accueil, une maison bondée du côté et de Portland, où 6 autres enfants partageaient déjà trop peu d'espace. Les plus âgés tyrannisaient les plus jeunes, et les parents d'accueil agissaient plus comme des gardiens que des éducateurs. Les repas étaient rapides et bruyants. Les lits étaient entassés dans des chambres au papier peint qui s'écaillaient. J'ai appris à baisser la tête, à rester silencieuse, et à disparaître dans l'arrière-plan où personne ne pouvait me désigner pour des ennuis. Quand ce placement s'est effondré sous son propre poids, j'ai été envoyé chez un couple sans enfants, la quarantaine, qui parlait doucement au début, m'appelant ma chérie et m'achetant de nouvelles chaussures. Pendant quelques semaines, j'ai cru que c'était peut-être ce que l'on était censé ressentir dans une famille. Des dîners chaleureux,
des questions sur l'école, une douceur dans l'air. Mais au bout du 2e mois, leur patience s'est amenuisée. Ils voulaient un enfant plus jeune, quelqu'un d'assez malléable pour le transformer en le bébé qu'ils n'avaient jamais eu. À 10 ans, j'étais déjà trop indépendante, trop marquée. Et un matin, j'ai été de nouveau emballée comme un colis indésirable et renvoyée à l'agence. L'étape suivante fut une maison de banlieue bien rangée avec des pelouses impeccables et des placards verrouillés. Les parents étaient ponctuels avec les règles et les allocations, mais leurs yeux s'attardaient davantage sur les chèques d'indemnisation que sur les enfants qu'ils accueillaient. J'étais une ligne dans leur budget mensuel, une bouche de plus qui leur rapportait de l'argent. Leur sourire n'atteignait jamais leurs yeux, et j'ai cessé de m'y attendre. Durant ces années, ma stratégie est devenue la survie par l'effacement. Je me fondais dans les coins, remplissais des cahiers de travaux scolaires soignés, et évitais de demander quoi que ce soit au-delà de ce qui était requis. Les professeurs me louaient d'être studieuse, mais aucun d'entre eux ne voyait que mon silence n'était pas de la discipline, c'était de la défense. La seule qui semblait le remarquer était mon assistante sociale, Elena Torres. Elle arrivait chaque mois avec un presse-papier et des yeux perçants qui ne laissaient rien passer. Elle se racle la gorge. « Tu es intelligente, Céline » m'a-t-elle dit une fois, penchée en travers de la table dans le bureau de l'agence. « Mais tu te caches derrière tes notes. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment faire. Et pourtant, une partie de moi se demandait ce qu'elle voyait que les autres ne voyaient pas. Une question qui persistait alors qu'elle commençait à mentionner un homme nommé James Calder. Elena m'a parlé de lui un après-midi gris au bureau de l'agence. « Il s'appelle Jameson Calder » dit-elle, tapotant son stylo contre le dossier qu'elle tenait. Il vit juste en dehors de Portland, dans une maison avec trop d'espace pour un seul homme. Il a 62 ans, veuf, pas d'enfant. Il veut à nouveau être famille d'accueil. J'ai hoché la tête, indifférente. J'avais déjà entendu des promesses comme ça. Une semaine plus tard, j'étais assise raidie dans la voiture d'Elena, alors que nous tournions dans une allée bordée d'arbres qui se terminait devant une maison de style craftsman, avec de larges débords de toit et un profond porche. James Calder nous attendait déjà, appuyé contre la balustrade, avec une patience qui semblait exercée. Il était grand et mince, ses cheveux argentés soigneusement coiffés en arrière, ses yeux d'un bleu pâle qui rencontraient les miens sans forcer un sourire. Au lieu de cela, il a dit « Vous devez être Céline. J'espérais vous rencontrer. » Il ne m'a pas demandé de faire mes preuves. Il n'a pas passé en revue les règles de la maison. Au lieu de cela, il m'a fait visiter les pièces, des parquets en bois poli avec soin, des étagères remplies de livres, l'odeur de quelque chose de légèrement herbacé mijotant dans la cuisine. Quand il a ouvert la porte de la chambre qui pourrait être la mienne, il a simplement dit « Je n'ai pas peint. Je pensais que tu voudrais peut-être choisir les couleurs toi-même. » Personne ne m'avait jamais demandé ça avant. Dans les semaines qui ont suivi, je l'ai mis à l'épreuve par mon silence. Il a répondu par sa présence. Quand les cauchemars me réveillaient en sursaut, je le trouvais devant ma porte avec du chocolat chaud. Quand j'avais du mal avec mes devoirs, il s'asseyait à côté de moi jusqu'à ce que les problèmes aient un sens. Un samedi, je l'ai trouvé dans le garage, mesurant des planches de bois. Une bibliothèque, a-t-il expliqué. Je me suis dit que tes livres méritaient une vraie maison. Ce sont ces petites choses qui ont commencé à faire tomber mes défenses, la façon dont il plaçait mes dessins d'école sur le réfrigérateur, la façon dont il ne pressait jamais mes mots quand j'osais enfin les prononcer. À 11 ans, j'ai appris ce qu'était la stabilité. Le jour où le tribunal a finalisé l'adoption, Elena a souri tandis que le juge prononçait mon nouveau nom, Céline Calder. Je tenais les papiers dans mes mains, mais c'est le hochement de tête silencieux de James qui m'a ancré. Pour la première fois, la permanence semblait possible, et le poids de l'appartenance s'est posé sur moi comme une couverture dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. James avait une façon de m'ouvrir le monde, sans que cela ressemble à une leçon. Un samedi, il nous a conduits dans les collines de l'Ouest, et nous avons parcouru les grandes salles du manoir Pitoc. Il m'a montré les lignes des escaliers, l'équilibre des fenêtres, la façon dont la lumière semblait nous suivre de pièce en pièce. Un autre week-end, il m'a emmené au centre-ville, au Keller Fountain Park, où l'eau cascadait sur des marches en béton, comme quelque chose à la fois naturel et construit. L'architecture, me disait-il, ce n'est pas seulement des murs. C'est façonner ce que les gens ressentent à l'intérieur d'un espace. Ces excursions ont semé quelque chose en moi. J'ai commencé à dessiner dans des carnets, pas seulement des maisons, mais des quartiers entiers,
inventant des moyens de les rendre plus chaleureux, plus sûrs, plus vivants. James m'a acheté des crayons et du papier millimétré, sans jamais se demander si j'étais sérieuse. Il m'a simplement encouragé, comme s'il savait déjà où cela mènerait. Le lycée m'a mise à l'épreuve de différentes manières. J'avais toujours l'instinct de disparaître, mais lentement, j'ai appris à tenir bon. Zoé Ramirez a fait irruption dans ma vie en seconde, glissant sur le siège à côté de moi à la bibliothèque et annonçant que nous serions partenaires pour un projet d'histoire. Elle était confiante, extravertie, impossible à ignorer, d'une manière ou d'une autre, elle a décidé que je valais la peine d'être connue. Et contre ma propre prudence, je l'ai laissé rester. Pour la première fois, j'avais quelqu'un de mon âge qui me posait des questions sur moi, non pas parce qu'il le fallait, mais parce qu'elle le voulait. La thérapie a aussi aidé. Le cabinet de la docteure Alice Monroe était rempli de livres et de fauteuils moelleux, un endroit où le silence n'était pas puni. Elle m'a guidé à travers les années que j'avais essayé d'enterrer, me rappelant que le rejet de mes parents en disait plus sur leurs limites que sur les miennes. Lentement, j'ai commencé à la croire. En terminale, l'impossible s'est produit, une lettre du programme d'architecture de l'université Cornell. Acceptation imprimée en caractères gras. James l'a encadré et l'a accroché dans le salon, racontant à tous les visiteurs que sa fille partait pour New York. Pour la première fois, le mot « avenir » ne m'a pas effrayé. Cela ressemblait à quelque chose que j'avais déjà commencé à construire. Au début de la trentaine, j'avais trouvé mon rythme. Mes designs n'étaient plus seulement des croquis dans des carnets, mais des structures se dressant fièrement à travers Portland, des centres communautaires avec des murs de verre et des cours intérieurs où les voisins se réunissaient. Les prix sont venus, des articles dans les journaux locaux, et des invitations à prendre la parole lors de conférences. Pourtant, chaque accomplissement semblait incomplet si je ne pouvais pas le partager avec James. Il est resté mon ancre, assis au premier rang lors des inaugurations, sa fierté constante et tranquille. C'est lors d'une de ces célébrations que j'ai remarqué le changement. Il a applaudi, mais ses mains tremblaient légèrement. Plus tard, au dîner, il a poussé la nourriture dans son assiette, son appétit disparut. Quand j'ai demandé, il a balayé la question d'une blague sur le fait que l'âge le rattrapait. Des semaines plus tard, la vérité est arrivée comme un coup de tonnerre, un cancer du pancréas de stade 4. Le diagnostic m'a anéanti, mais James semblait presque calme. Nous ne pouvons pas choisir la longueur de la route, dit-il doucement, seulement comment nous la parcourons. Il refusa les traitements agressifs qui lui auraient volé le peu de temps qui lui restait. Au lieu de cela, il choisit de rester à la maison, et je choisis de devenir sa gardienne. Notre maison devint un lieu de journée mesurée. Les matins étaient remplis d'horaires de médicaments et de thé dans la véranda. Les après-midi, nous revoyions les albums photos, ces histoires tissant le passé en quelque chose que je pourrais porter avec moi. Le soir, quand la douleur était la plus forte, je m'asseyais à côté de lui et lui lisais à voix haute, ma voix remplissant le silence qui m'avait autrefois effrayé enfant, mais qui ressemblait maintenant à une protection. Même si son corps s'affaiblissait, son esprit restait vif. Il me posait des questions sur mes projets, m'exhortait à continuer à construire, me rappelait que mon travail comptait. Par une nuit tranquille, alors que la pluie tapait contre les fenêtres, il prit ma main. Sa voix n'était qu'un murmure, mais les mots se gravèrent en moi, construit quelque chose qui nous survive à tous les deux. Je suis resté avec lui jusqu'à la toute fin, tenant sa main alors que sa respiration ralentissait, lui disant qu'il m'avait donné plus que n'importe quel plan n'aurait jamais pu le faire. Quand le silence est enfin venu, j'ai eu l'impression que le monde avait basculé. Pourtant, sous le chagrin, battait un pouls stable de détermination, le début d'une promesse que je devrais tenir. Les semaines après le décès de James se sont brouillées dans un voile de condoléances et de paperasse. Je me suis déplacé à travers tout cela comme sous l'eau, chaque pas ralenti par le chagrin. Quand l'avocat m'a appelé à son bureau, je m'attendais à peu plus qu'à des formalités, sa maison, ses économies, peut-être quelques effets personnels. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le chiffre écrit à l'encre noire sur le testament. James m'avait tout laissé, sa modeste maison, ses investissements, les vestiges de l'entreprise qu'il avait vendue des années auparavant. Au total, cela représentait plus de 27 millions de dollars. Pendant un long moment, j'ai juste fixé le chiffre, incapable de le réconcilier avec l'homme qui préférait les chemises en flanelle et les vieux gants de jardinage. Il n'avait jamais vécu somptueusement. Ses joies se trouvaient dans les livres, les dîners calmes, et ma compagnie.
Apprendre qu'il avait porté ce genre de richesse tout au long de sa vie m'a fait réaliser à quel point j'avais peu compris l'ampleur de ses sacrifices. Il avait épargné, investi et protégé. Et maintenant, il me confiait tout. La nouvelle a voyagé vite. En quelques jours, les journaux locaux ont publié l'histoire. Une architecte hérite de la fortune Calder. Mon visage, tiré d'un site web d'entreprise, est apparu à côté de titres que je n'avais jamais sollicités. Mes collègues m'ont félicité de façon maladroite. Les étrangers me traitaient comme une curiosité, et les connaissances laissaient entendre de nouvelles opportunités qui me semblaient soudainement viciées. La nuit, je restais éveillé dans la maison silencieuse, les murs plus lourds sans la présence de James. La richesse n'adoucit pas la perte, elle l'aiguise. L'argent me semblait moins un cadeau qu'une responsabilité, un poids me pressant de prouver que j'étais digne de ce qu'il avait construit. Je me suis promené dans son bureau un soir, passant mes doigts sur les dos des livres que nous avions lus ensemble. La fortune était sa dernière leçon. J'ai réalisé qu'il ne m'avait pas laissé de l'argent à dépenser. Il m'avait laissé les moyens de continuer à construire, d'honorer la promesse que j'avais faite à son chevet. C'est alors que la sonnette a retenti, son son coupant sèchement à travers la maison, me tirant vers un chapitre que je n'avais pas anticipé. 3 mois après les gros titres, je commençais à retrouver un rythme. Je partageais mon temps entre le travail et le tri des affaires de James, emballant ce qui pouvait être donné, gardant les pièces qui sentaient encore légèrement son parfum. La maison était plus silencieuse que jamais, mais j'apprenais à respirer dans son silence. Un après-midi pluvieux, la sonnette a retenti. À travers la vitre, j'ai vu un homme d'une 60aine d'années, bien habillé, mais usé sur les bords. Quand j'ai ouvert la porte, une fente, il a prononcé un nom que je n'avais pas entendu depuis des décennies. C'est moi, ton père, Nathaniel Ward. L'air a quitté mes poumons. Il semblait plus petit que le géant dont je me souvenais, sa silhouette affaissée, son visage profondément ridé. Pourtant, l'arrogance persistait dans la manière dont il essayait de passer devant moi pour entrer dans la maison. Derrière lui se tenait un homme plus jeune en costume, une mallette à la main. Nathaniel a esquissé un sourire répété. « Je vous cherche depuis des années » a-t-il affirmé. Quand j'ai lu pour votre héritage, j'ai su que le moment était enfin venu de réparer les choses. Je ne les ai pas invités à entrer. Je les laissé parler sur le porche, ces mots s'enchaînant sur les regrets, les erreurs, et comment la famille devrait pardonner. L'avocat s'est raclé la gorge et a parlé de réconciliation et d'héritage partagé. Mes mains se sont crispées sur l'encadrement de la porte pendant que j'écoutais. Ce n'était pas du remords, c'était de la stratégie. Cette nuit-là, j'ai appelé un détective privé. Si Nathaniel avait réapparu après des décennies de silence, je voulais la vérité. Une semaine plus tard, le rapport a atterri sur mon bureau. Des dettes de jeu accumulées, une saisie sur sa dernière maison, des emplois abandonnés, des ponts brûlés. Mes frères, les fils qu'il avait autrefois tant appréciés, étaient tous deux en froid avec lui. L'un avait coupé les ponts il y a des années après d'interminables demandes financières. L'autre ne lui avait pas parlé depuis l'université. Le tableau était complet. Ce n'était pas un homme qui revenait pour réparer des liens. C'était un homme qui tournait autour de l'odeur de l'argent, et pour la première fois depuis l'enfance, je n'ai ressenti aucun besoin de mendier son approbation. Quand son avocat a de nouveau appelé pour demander une rencontre, j'ai accepté, non pour me réconcilier, mais pour confronter. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence élégante, au bureau de mon avocat en centre-ville. Nathaniel est arrivé en retard, se pavanant comme si le retard était censé prouver son importance. Son avocat a posé une mallette usée, et Nathaniel s'est adossé à sa chaise avec l'air d'un homme convaincu de détenir le dessus. « Tu t'es bien débrouillé » commença-t-il, sa voix portant la même rudesse dont je me souvenais de mon enfance. Mais le sang, ça compte. Cette fortune fait partie de mon héritage, que tu l'admettes ou non. Je le laissai parler, le regardant draper ses exigences de mots comme famille et héritage. Puis, je fis glisser le rapport de l'enquêteur sur la table. Des pages de dettes, de saisies, et de combines ratées étaient exposées entre nous. Tu as renoncé à toute revendication sur moi le jour où tu as signé ces papiers, dis-je calmement. Tu ne m'as jamais cherché avant qu'il n'y ait de l'argent en jeu. Je ne te dois rien. Son sourire vacilla, et pour la première fois, je vis une étincelle de désespoir derrière la performance. Alors c'est tout? Tu vas tourner le dos à ton propre père? J'offrirai une seule chose, répondis-je.
Le financement d'une cure de désintoxication, rien de plus. Si tu veux un avenir, ce ne sera pas par moi. Ce sera en obtenant de l'aide. L'avocat se tortilla inconfortablement, sentant que la réunion avait échoué. Le visage de Nathaniel se durcit, mais il ne dit rien de plus. Alors que je me levais pour partir, j'ai ressenti cette étrange légèreté qui vient de la fermeture d'une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de Jason, mon frère du milieu. Il avait lu l'histoire de l'héritage et avait reconnu mon nom. Ses mots étaient hésitants, mais sincères dans ses excuses pour avoir été silencieux quand nous étions enfants, pour ne pas m'avoir protégé quand il aurait dû le faire. Nous avons convenu de nous rencontrer pour prendre un café, prudent mais désireux, le premier pas hésitant vers un lien inachevé. C'était un rappel que certaines portes, soigneusement ouvertes, peuvent encore mener à un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. L'idée est venue lentement au début, comme une graine pressant à travers le sol. Avec James parti, et l'héritage plus lourd que je ne pouvais le porter seul, je savais que l'argent devait signifier plus qu'une simple stabilité pour moi. Il fallait le transformer en quelque chose qui honorerait l'homme qui m'avait choisi quand personne d'autre ne l'avait fait. C'est ainsi qu'est née la Fondation Calder pour l'avenir des familles. Nous avons construit le premier projet à Portland, 20 logements abordables pour jeunes adultes sortant de l'aide sociale, avec un centre communautaire au rez-de-chaussée et des services de conseil sur place. J'ai marché dans les couloirs avant l'ouverture, passant mes mains le long des murs fraîchement peints, me souvenant des nuits passées dans des foyers de groupe, désespérés de permanence. Maintenant, voici un endroit conçu pour offrir aux autres l'appartenance qui m'avait été refusée autrefois. Le jour de l'inauguration, j'étais au podium, la presse rassemblée, mon nom encore nouveau pour eux, mais la mission déjà vivante en moi. J'ai parlé de James, de la vie qu'il avait construite pour moi, et de la promesse que j'avais faite de la perpétuer. La famille n'est pas le sang, ai-je dit à la foule, ma voix ferme. C'est un choix, un engagement, et de l'amour. Et quand nous nous choisissons les uns les autres, nous construisons quelque chose de plus fort qu'un héritage. Nous construisons un avenir. Alors que le ruban tombait et que les applaudissements montaient autour de moi, j'ai tendu la main vers le pendentif clé en argent que James m'avait donné des années auparavant. Il chauffait dans ma main, non plus seulement le symbole d'un foyer qu'il m'avait ouvert, mais celui des vies désormais ouvertes à d'autres. Quand la fortune et la liberté atterrissent enfin entre vos mains, quel avenir choisirez-vous de bâtir, et pour qui ?